Bonjour et bonsoir à tous, voici le premier épisode de l'histoire du Japon. Nous sommes les Aibo. Aujourd'hui nous allons voir les plus lointains ancêtres des Japonais. Installez-vous. Ce sont dans les années 1950 que les chercheurs découvrent la préhistoire japonaise. Jusqu'à moins de 100 000 ans avant notre ère, basant sur des sites comme le cas de Babadan-ha, dans la préfecture de Miyagi. Vers moins 35 000 à moins 30 000, quand on retrouve des outils primitifs, qui céderont plus tard aux lames retouchées. Vers moins 13 000, on retrouve une industrie microlithique, ainsi que certains matériaux, comme l'obsidienne, témoignant des échanges entre plusieurs tribus de diverses régions. Ils connaissaient certainement le feu, cependant nous ne retrouvons aucune trace d'objets sculptés en bois ou en os, mais uniquement des pierres taillées. Pour aborder l'ère Jomon, j'aimerais d'abord parler des caractéristiques qui la composent, et on peut en noter 5 principales. La première caractéristique de l'ère Jomon est sa poterie, d'où elle tire son nom. Il faut savoir que Jomon signifie motif de corde, c'est-à-dire qu'à l'époque, pour faire une poterie, ils entouraient de la corde autour de la matière première, et à la cuisson, on voyait après apparaître un motif de corde. On peut aussi dire de ces poteries qu'elles font partie des plus anciennes du monde et qu'elles étaient aussi utilisées pour la cuisson, le stockage d'aliments et apparemment aussi pour un usage religieux ou rituel. Deuxième caractéristique de cette époque est le mode de vie. Les habitants de l'ère Jomon étaient principalement des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs. Ils habitaient dans des communautés semi-sédentaires, souvent près des côtes des rivières ou des lacs pour accéder aux poissons. Par le poisson, au niveau des ressources utilisées, on peut surtout noter qu'ils chassaient du gibier comme du sanglier ou du cerf, mais aussi qu'ils se nourrissaient beaucoup de fruits à coque et de baies. La troisième caractéristique de l'ère Jomon est son habitation. Les habitations de l'époque étaient souvent des huttes semi-enterrées, tatehanajuku en japonais. Ces maisons-là étaient construites avec des poteaux en bois recouverts de chaume ou bien d'écorce. Enfin, au niveau des habitations, on peut noter qu'elles étaient regroupées en petits villages. La quatrième caractéristique est l'outillage utilisé à cette époque. Il se servait surtout d'une variété d'outils en pierre, en os et en bois pour la chasse, la pêche ou bien la cueillette. Au niveau des outils en pierre, ils utilisaient au début de la pierre taillée Dasei Seki, puis après de la pierre polie Masei Seki. Mais les habitants de l'ère Jomon avaient aussi une production artistique telle que des colliers en coquillage ou bien des figurines en argile qu'on appelle dogu. La cinquième caractéristique est la spiritualité et les rituels apparentés. Par exemple, les dogu, des petites figurines en argile souvent de forme féminine, font partie des aspects les plus mystérieux de la culture Jomon. La plupart des chercheurs s'accordent à dire qu'elles avaient un rôle rituel ou spirituel, peut-être lié à un culte de la fertilité ou bien de la guérison. Après avoir parlé des caractéristiques, j'aimerais maintenant parler des subdivisions temporelles de l'ère Jomon. Donc l'ère Jomon est souvent subdivisée en 6 périodes principales, qui sont basées sur les styles et les techniques de poterie, ainsi que sur les évolutions de l'habitat et de l'outillage. La première période est celle du Proto-Jomon, Sousouki en japonais, qui va de moins 14 000 à moins 8 000 avant notre ère. Est caractérisée par le début de la production de poterie, des poteries qu'on dit sibériennes. La deuxième période est le Jomon archaïque, Sohoki, qui va de moins 8000 à moins 5000 avant notre ère, et qui est caractérisé par le développement des premiers villages. La troisième période est le Jomon ancien, qui va de moins 5000 à moins 2500 avant notre ère, et qui se caractérise par l'expansion des villages et la complexité croissante de la poterie. Ensuite vient le Jomon moyen, Chuuki, moins 2500 à moins 1500, qui est une période de grande prospérité avec une augmentation des artefacts artistiques et rituels. Ensuite vient le Jomon tardif, Goki, de moins 1500 à moins 1000 avant notre ère, et on peut y voir le début d'une certaine diversification régionale des styles de poterie. La dernière période est le Jomon final, Banki, de moins 1000 à moins 300 avant notre ère, qui est caractérisé par l'apparition d'influences culturelles et la préparation à la transition vers la période Yayoi. D'ailleurs, le Jomon final est parfois considéré comme le Yayoi initial. Il est à noter que dans le nord du Japon et sur l'île d'Hokkaido, la période Jomon se poursuit après, et elle s'appelle la période Epi-Jomon, et elle va de 100 à 700 après notre ère. Sur l'île d'Hokkaido, c'est la prolongation de la période Jomon
qui donnera les premières traces de la culture Aïnou. Pour ce qui est de la découverte, allons voir le zoologiste américain Edward Sylvester Morse, qui est à l'origine de la reconnaissance par la communauté scientifique de la céramique de Jomon, via son rapport publié à l'université de Tokyo en 1879, sous le titre de Shell Mound of Omori. En ce qui concerne l'apparition des êtres humains au Japon, ce qu'on sait, c'est que les humains sont venus du continent asiatique qui était relié pendant la dernière période glaciaire car ils étaient en train de chasser des proies. Il y a environ 10 000 ans, la période glaciaire s'est terminée et donc la glace a fondu et le Japon s'est retrouvé séparé du continent. Ce qui fait que les personnes se sont retrouvées en quelque sorte prisonnières et n'ont pas pu retourner sur le continent. Et elles sont donc devenues les ancêtres des Japonais modernes. Il y a environ 4 à 5 000 ans, la vie des gens a radicalement changé car ils se sont sédentarisés. Et les gens qui vivaient jusqu'alors dans des grottes ont commencé à construire des maisons et à vivre dans un seul endroit. Des rassemblements de coquillages et d'autres objets collectés par les gens de l'époque, qu'on appelle monticules de coquillages, kaizuka en japonais, ont été découverts dans tout le Japon. On peut dire que c'était un peu les poubelles de l'époque. C'est vraiment un gros tas de merde. On y retrouve également des ossements humains et des fragments en céramique dits à décor de marques de cordes. Ces déchets de coquillages démontrent que le peuple de Jomon était dépendant de la mer, pour une majeure partie d'entre eux. Tout d'abord, que veut dire Jomon? Jomon a pour traduction le type de poterie que nous retrouvons durant cette période, et sur l'ère du temps. Jomon correspond à l'ère mésolithique japonaise. Les découvertes au nord de Kyushu et le Shunkoku occidental témoignent de l'ancienneté des poteries japonaises, qui sont même antérieures aux premières poteries chinoises. Les preuves sont tirées des abris sous roche de Fukui, ainsi que Kami-Kurowa dans la préfecture de Ehime, où on arrive à dater, via la méthode carbone, une datation vers moins 14 000 à moins 12 000, ce qui fait les poteries de Jomon les plus anciennes du monde. Et oui. En plus de continuer à vivre en pêchant et en récoltant des baies et des fruits, les humains de l'ère Jomon aimaient aussi beaucoup la chasse. Les cultures végétales sont encore en discussion auprès de la communauté scientifique. Pour ceux qui sont pour les cultures végétales et exister, ils proposent qu'ils apparaissent dans le Jomon moyen. Ils appuient leurs arguments sur le fait qu'on découvre des établissements semi-permanents, ainsi que des haches peu coupantes qui doivent certainement servir de pelle. Dans la petite société de l'ère Jomon, il y avait dans les villages des sortes de chamans, miko, qui pratiquaient des rites animistes et qu'on peut apparenter à l'une des formes les plus anciennes de la religion Shinto. Ces chamans-là servaient à la fois de guérisseuses, mais aussi de mémoire vivante, et il faut savoir qu'à l'époque, les gens craignaient énormément les tremblements de terre, les orages et les autres forces de la nature. Ce qui n'a pas beaucoup changé avec le Japon moderne. Ces villages, ou sites, si nous restons sur le terme scientifique du nom, sont de plus en plus permanents au fur et à mesure du temps. Tout d'abord au nord-est du Honshu, puis dans le Kyushu, ainsi que le Tohoku vers l'ère fin Jomon. On dit que le Japon comptait dans l'ère Jomon à peu près 2500 habitants. On dit que le riz est originaire de l'Inde et qu'il a d'abord été produit le long du fleuve Yangtze en Chine. Et après, il s'est répandu à Kitakyushu au Japon et progressivement vers l'Est. Petite parenthèse. Cette découverte de la culture du céréal date de 1999, près de Asabane à Yokoyama, vers moins 6000 ans. Bisous. Très souvent, près des villages, il y avait beaucoup de châtaigniers et on peut le voir en regardant la dentition des villageois de cette époque. Ils avaient souvent les dents très abîmées. Ça peut s'expliquer par le fait qu'ils mangeaient des aliments beaucoup plus durs que ceux qu'on mange aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que leurs dents étaient beaucoup plus abîmées que nos dents aujourd'hui. Bon, ils avaient pas de dentiste non plus. Mais oui, c'est clair. Pour parler des dents, on peut aussi dire que comme les Inuits, ils utilisaient la dent comme un outil de tannage de la peau. La formation du village est établie sur des évaluations naturelles et s'organise en forme de fer à cheval autour d'une place centrale devant laquelle se dresse un grand édifice pouvant servir de maison commune aux habitants. Ces mêmes habitants, établis sur une fosse en forme circulaire, de forme allongée, qui se comptent entre 5 et environ une douzaine, et certains de grande taille en révélaient des foyers où nous retrouvons des débris de nourriture, et on y retrouve aussi des sols dallés vers le Jomon moyen tardif. Le site de Sanma Maruhama, dans la préfecture d'Aomori, est l'un des plus grands et des mieux préservés, montrant des habitations semi-souterraines, des structures surélevées et des traces de jardins cultivés. Le site de Togari-ishi, dans la préfecture de Nagano, présente des habitations en pierre et des outils de pierre sophistiqués. Les rites funéraires restent sommaires, le corps était inhumé dans un puits, parfois les genoux repliés sur la poitrine et celle-ci recouverte d'une pierre. Nous retrouvons des figures anthropomorphes entre 20 et 30 cm de haut,
mais aussi des zoomorphes. Même là, les Japonais ont le goût de la figurine. Non. Alors, quelle est la différence entre l'anthropomorphisme et le zoomorphisme? Grosso merdo, le zoomorphisme, c'est un humain qui possède des caractéristiques animales, comme le cas de certaines divinités, comme le dieu Horus. On peut qualifier la lycanthropie comme un exemple de zoomorphisme. Alors pour parler des caractéristiques des figurines, des dogu, au niveau des matériaux et de la fabrication, les dogu étaient principalement fabriqués avec de l'argile, et elles étaient souvent très travaillées avec des motifs décoratifs complexes. Même si les techniques de fabrication varient, beaucoup montrent des signes de cuisson à basse température. Au niveau des formes et des styles, les dogu étaient très variés, mais la plupart représentaient quand même des figures humanoïdes. Bien sûr qu'il y a une variété de styles en fonction des régions et des périodes, mais le truc qu'on retrouve le plus souvent sont des corps disproportionnés et des têtes surdimensionnées. Au niveau de la taille aussi, il y avait une grande variété. Certaines faisaient quelques centimètres alors que d'autres faisaient plus de 30 cm de haut. Premier type de dogu est le Shakooki dogu, figurine à lunettes. Donc pourquoi des lunettes? Parce que ces figurines avaient des yeux proéminents et globuleux qui pouvaient faire penser à des lunettes. C'est ce type de dogu là qui est le plus célèbre. Le deuxième type de dogu est le dogu à ventre proéminent. En gros, ça veut dire qu'ils avaient des gros bides. Le fait d'avoir un gros ventre pourrait être associé à un rite de la fertilité ou bien à la grossesse. Le troisième type de dogu est le dogu à cornes. C'est comme ça, attends. Donc certaines figurines présentaient des cornes ou des protubérances sur la tête, dont la signification reste encore incertaine. La première signification qu'on pourrait donner au dogu est, comme je l'ai dit précédemment, celle qui a une utilisation rituelle et spirituelle. Elle pouvait être utilisée dans des cérémonies liées à la fertilité, à la guérison, ou bien à la protection contre les mauvais esprits. Le deuxième sens qu'on peut donner au dogu est celui de la fécondité et de la protection, car il y a beaucoup de chercheurs qui pensent que les dogu étaient associés à des rites de fertilité, notamment à cause des formes féminines et de leur ventre proéminent. C'est un peu à rapprocher de la Vénus de Milo par exemple chez nous. Aussi les dogu, surtout les petits, pouvaient aussi servir de talisman protecteur. La troisième utilisation qu'on peut noter est le fait que certains dogu montraient des signes de destruction intentionnelle, ce qui pourrait suggérer qu'elles aient été brisées dans le cadre de rituels. Les restes squelettiques de la fin de la période Jomon commencent à montrer des signes de blessures par arme, et on pense aussi que l'augmentation de la population et les pénuries alimentaires résultant du changement climatique ont commencé à faire apparaître des conflits armés entre les villages. Ce réchauffement climatique va provoquer un déclin démographique et des abandons de plusieurs sites. Les populations se concentrent donc près des côtes auxquelles le style Jomon s'appauvrit. Mais c'est également dans ce Jomon tardif qu'on aperçoit une renaissance du Kanto, du Tohoku, avec une vaisselle de petite taille aux formes plus élaborées. Malheureusement, cette culture de Jomon finale est concurrencée par une nouvelle forme, celle de Yayoi, qu'on verra dans le prochain épisode de l'histoire du Japon. Maintenant, la conclusion. L'ère Jomon est difficile à classifier dans le schéma évolutif préhistorique si on doit le comparer à l'Europe ou encore à la Chine. Certes, la poterie est une tournure importante, ainsi qu'une industrie lithique, ou encore des éléments propres aux diverses cultures mégalithiques qu'on retrouve un peu partout dans le monde, mais à un niveau quasi rare au Japon, comme le cas d'un début de l'agriculture. Cette même agriculture va apparaître à l'ère suivante, l'ère Yayoi. Pour ne rien louper, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche, à aimer si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos divers réseaux sociaux, on va être plus actifs que jamais. On vous dit à bientôt, soyez déjà, matane.